Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'approfondissement de notre cycle annuel, l'éducation au service de la vie. Avec pour thème aujourd'hui, servir l'humanité. L'appel à servir l'humanité naît dans le cœur des hommes et des femmes qui, un peu partout dans le monde, reconnaissent l'unité de la famille humaine et planétaire. Pris par un profond sentiment de chaos intérieur ou extérieur, ils se reconnaissent, et engagés par la nécessité de servir, ils s'unissent en différents espaces pour œuvrer sur différents plans à de plus justes relations. Ces gens ordinaires, sans distinction de religion, de classe sociale, de nationalité, tirent les leçons et remettent en question un système organisationnel qui ne répond pas du bien de l'ensemble des terriens. Nous pouvons ainsi voir un peu partout fleurir des groupes qui questionnent la relation qu'en tant qu'humanité nous avons établie avec la nature, la famille, le travail, le temps, la liberté, l'argent et l'existence dans son ensemble. Chaque forme relationnelle reconnue comme inajustée à l'intérêt de l'ensemble est accueillie par ces groupes avec intérêt comme terrain de travail. Ces unités de recherche en action, qui s'offrent avec enthousiasme et bonne volonté à de nouveaux champs d'exploration et d'expérimentation, découvrent à travers une succession d'essais et d'erreurs de nouvelles modalités relationnelles, plus harmonieuses et respectueuses du vivant dans sa globalité. Considérons ici que bien que nous puissions observer différents groupes sur le plan physique, ils se reconnaissent comme un seul grand groupe mu par une même intention, celle de plus justes relations. Cette nécessité de servir prend racine dans un éprouvé intérieur d'unité, qui donne naissance à de nouveaux idéaux civilisationnels, qui s'ancreront dans l'humanité et qui, à leur tour, seront remis en question par l'humanité de demain. Nous voyons ici que la nécessité de servir en tant que groupe, prenant racine dans l'entrée en incarnation de l'ère du Verseau, s'impose largement. Ainsi, nous voyons un peu partout fleurir des phrases telles que « Ensemble nous sommes plus forts » ou alors « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Nous conduisant alors à conscientiser qu'ensemble, nous sommes telle la vague de l'océan qui abolit les frontières construites par nos séparatismes illusoires. Considérons maintenant cette avancée vers de plus justes relations comme un point de départ. Considérons que ce profond sentiment de désordre que nous vivons soit la contrepartie d'un ordre intérieur qui se cherche, et cherchons à entrer dans la pensée semence de Confucius qui nous disait qu'avant de remettre de l'ordre dans le monde, il nous faut le remettre dans la nation. Qu'avant de le remettre dans la nation, il nous faut le remettre dans la famille. Qu'avant de le remettre dans la famille, il nous faut le remettre en nous-mêmes. À partir de cette pensée semence, nous allons chercher à nous inscrire en conscience dans la cohérence fondamentale du tout, l'ordre global, afin d'entrer plus en amont dans le champ de service de l'humanité pour s'initier à répondre de la volonté essentielle de cette entité cosmique qu'est la Terre. Pendant très longtemps, nous pensions que l'univers se limitait au ciel, tel que nous pouvions l'observer la nuit. Une multitude d'étoiles regroupées principalement au sein de ce que nous nommons la Voie lactée. Mais c'est seulement depuis 1920 qu'est apparu le concept de galaxie, notamment grâce aux travaux de l'astronome Edwin Hubble, qui a mesuré la distance qui nous sépare de ce que nous appelions alors la nébuleuse d'Andromède. C'est à ce moment-là que nous l'avons considérée comme une Voie lactée numéro 2, que nous avons commencé à découvrir que l'univers tout entier était composé de ces paquets d'étoiles que nous appelons depuis galaxies. Nous aurions pu imaginer que ces galaxies étaient dispersées de manière aléatoire, mais non, ces galaxies se répartissent de manière spécifique dans l'espace. Si imaginer, découvrir, visualiser ce grand ordre cosmique nous échappe, en revenant au sein de notre système solaire, nous pouvons plus aisément reconnaître le mouvement ordonné et cyclique des planètes sur elles-mêmes et autour du Soleil. Traçant dans le ciel un dessin mathématique de toute beauté, où le système dans son ensemble avance selon une unité de direction et de mouvement. Observons cette cohérence du tout qui se décline en fractales dans des dimensions plus appréhendables par notre conscience au sein de notre maison commune,
au travers notamment de l'interdépendance des différents règnes de la nature qui se dévoilent chaque jour un peu plus au sein du mental et du cœur humain, laissant apparaître la beauté de l'unité en action. Reconnaissons combien les minéraux sont en tant que premiers-nés le socle sur lequel repose l'évolution, développant au fil des âges une structure, une géométrie de grande précision, jusqu'à manifester radiance et transparence. Reconnaissons également l'évolution du règne végétal, un processus de complexification croissante, depuis les premières algues, en passant par les fougères, jusqu'aux conifères et feuillus, recouvrant alors presque totalement la croûte terrestre de forêt. Cette nature donnant naissance à la beauté des fleurs, dont la magnificence mathématique rend d'autant plus visible une géométrie parfaite. Forme en étoile, symétrie axiale, lignes parallèles, spirales, suite de Fibonacci. Les motifs se répètent et nous émerveillent. Sans parler de la richesse des parfums, qui dans leur délicatesse inspirent des instants de grâce, ou qui savent intelligemment repousser pour garder à distance un hôte qui serait trop intrusif. Parlons également de la beauté de la complexité du réseau souterrain, des systèmes racinaires, tissu à travers lequel la communication est continue. Venons-en à l'intelligence du règne animal, qui au fil des âges s'est adapté aux différents environnements, que ce soit dans les profondeurs sous-marines, profondeurs terriennes, sur la terre ou dans les airs, afin de se répandre partout sur la planète dans tous les espaces possibles, contribuant dans leur travail silencieux à l'équilibre du système global. Reconnaissons le travail des vers de terre, qui aèrent les sols, les mouches qui décomposent les cadavres, les abeilles qui pollinisent les fleurs, les coraux qui purifient les mers et les océans. Nous pourrions ainsi exercer notre regard à la reconnaissance de la valeur essentielle de la moindre cellule de vie, dont aucune n'existe pour elle-même. Reconnaissons également dans le règne animal la naissance d'une structure hiérarchique et d'une dévotion intelligente permettant la construction de sociétés primaires. Le chef doit être le plus fort, car sur lui repose, en cas de danger, la préservation du clan. Ce qui suscite affrontement lorsqu'un plus jeune, plus vigoureux doit le remplacer pour à son tour assurer la protection du territoire de la petite troupe. Ainsi, chez certains animaux, les chefs s'affrontent et le sort désignera le plus fort comme le référent à suivre. Observons aussi combien l'animal qui met au monde son petit prendra grand soin de préparer le nid, le terrier, pour accueillir le nouveau-né et le protéger des prédateurs. Ainsi, l'oisillon est nourri sans relâche jusqu'à maturité par ses parents, puis le moment venu, il est encouragé par des chants sans cesse renouvelés, afin qu'il prenne son envol. Alors, dans un effort tendu vers le ciel, celui-ci s'élance, entouré de sa famille qui n'hésitera pas à voler à son secours si un prédateur menace. Reconnaissons également les éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre et le feu, sans lesquels aucune vie ne pourra exister et qui sont continuellement présents. Et derrière la danse majestueuse de cette interdépendance, la vie œuvre, dessinant un chemin de conscience, où chaque action que nous pouvons identifier extérieurement est la contrepartie d'un travail d'épanouissement de conscience à l'œuvre, invisible, mais se jouant pourtant partout en continu sous nos yeux. Dans le règne minéral, la conscience œuvre à la mise en forme d'un plan ordonné. Dans le règne végétal, la conscience œuvre à l'éveil de la sensibilité à la lumière. Dans le règne animal, la conscience œuvre pour cheminer vers l'obéissance à un chef extérieur, puis vers l'adoration d'un maître, et à terme vers l'individuation. Comme nous venons de le voir, du macrocosme au microcosme, nous sommes dans un tout cohérent, un avancement ordonné. Mais qu'en est-il alors du règne humain, qui au sommet de l'animalité semblerait aujourd'hui venir ternir la beauté de l'œuvre globale? De quelle manière l'humanité s'inscrit-elle dans cette œuvre et peut-elle y concourir en conscience? Au travers de la beauté géométrique que nous percevons dans le monde extérieur, nous pourrions par analogie considérer que le tracé de l'évolution de la conscience répond également de lois mathématiques, que nous sommes amenés à découvrir au fil des âges par le biais de nos expériences dont nous tirons collectivement et individuellement les leçons.
Nous pourrions ainsi reconnaître les lois d'inclusivité et de conscience de groupe. En effet, l'humanité porte en elle les qualités des 3 règnes précédents et en émet une synthèse. Minérale dans sa structure osseuse, végétale dans sa sensibilité, animale dans sa capacité de s'adapter, de se déplacer de façon autonome et de faire société. Notons alors que chaque règne évolue en incluant les qualités de la conscience développée dans le règne précédent, tout en développant un nouvel état de conscience. Ainsi, la conscience de soi en germe dans le règne animal se développe pleinement dans le règne humain, tout en étant un point de départ pour cheminer vers un état de conscience supérieur, la conscience de groupe. Cet état de conscience global, au-delà de la conscience du moi-je, offre à l'humanité la responsabilité de découvrir et de servir le plan de l'évolution collective, afin d'en manifester le but au bénéfice de l'ensemble des terriens. Si cela semble bien lointain, observons combien chemin faisant, par le biais de la loi d'harmonie et de conflit, ou d'union des opposés, l'humanité avance. Nous avons d'abord vécu en clan, avant de découvrir d'autres tribus que la nôtre, avec lesquelles nous nous sommes querellés pour finalement nous unir et former des villages un peu plus grands, puis nous avons traversé les montagnes, les mers et les océans, pour découvrir la présence d'autres humains encore plus éloignés, avec lesquels nous sommes aussi entrés en conflit, laissant alors émerger de nouvelles alliances, de nouvelles civilisations, de nouveaux pays, jusqu'à l'Organisation des Nations Unies. Continuant d'avancer, obligés par l'unité fondamentale que nous sommes, nos conflits affichent aujourd'hui, en mettant en lumière nos visions séparatrices, entre genres masculin et féminin, adultes et enfants, puissants et impuissants, afin de découvrir le point d'équilibre relationnel à partir duquel créer une société plus équitable. Le jour viendra où chaque être vivant sera reconnu en tant qu'élément essentiel au tout, et inversement. Ainsi, dans notre sphère humaine, dès le plus jeune âge, chaque être humain sera aimé et respecté dans sa dignité d'être. Bien que cette avancée nous paraisse lente, elle est certaine, et nous pouvons noter sa mise en œuvre notamment dans le changement de loi. Depuis 1979, 64 pays ont interdit toute forme de punition corporelle. En France, cette loi existe depuis 2019 et s'inscrit dans le Code civil comme suit. Les enfants ont le droit à une éducation sans violence. Aucun des titulaires de l'autorité parentale n'a le droit d'user de violences physiques, d'infliger des punitions corporelles ou châtiments corporels, des souffrances morales ou toute autre forme d'humiliation envers son enfant. En trouvant auprès de ses aînés un regard aimant et détaché de toute attente ou exigence, le jeune humain trouve intérieurement la confiance et le courage nécessaires à son émancipation. Accompagné sur un chemin d'expansion progressive de l'amour, il découvrira que dans chacune des sphères dans lesquelles il se situe, il a pleinement sa place, que la fonction qu'il est en mesure d'assumer participe pleinement à son niveau au bénéfice de la vie du groupe. Et si celui-ci émet quelques dissonances, qui souvent prennent racine dans un besoin d'attention à sa personne, ce sera au travers de relations courtoises, basées sur la compréhension aimante et la bienveillance, qu'il sera reconnu et soutenu dans ses ajustements nécessaires. Sans connaître ni privation d'affection, ni punition ou récompense, il apprendra à se rectifier lui-même pour retrouver des relations de groupe harmonieuses. Passant de l'amour dans la famille à l'amour pour son village ou sa ville, à l'amour pour son pays, à l'amour pour l'humanité, il cherchera et s'éveillera au plan d'amour à l'œuvre depuis toujours dans le monde, découvrant progressivement, avec joie, l'adelphité humaine et sa fonction au sein de ce plus grand ensemble que l'on nomme la planète Terre. Ce chemin ordonné d'émancipation de conscience s'accomplit au travers de multiples incarnations, ce qui n'est pas sans nous rappeler que si nous sommes égaux en dignité d'être et en droit, nous ne le sommes pas en termes d'âge de conscience. Ainsi, ensemble de la conscience systémique des maîtres de sagesse, à l'âme qui s'incarne depuis quelques vies, en passant par celles et ceux qui aspirent à découvrir l'autre côté du voile, à celles et ceux qui disciplinent leur nature instinctive, aux initiés
Nous sommes une grande chaîne d'union indéfectible traçant un pont entre le plus haut et le plus bas. Voyons ici par analogie que cette évolution inclusive de l'amour fait écho au principe de fractal, observable dans la nature par le biais de l'œil physique. Un autre principe dans lequel s'inscrire et servir est celui de la coopération. Aucune vie n'existe pour elle-même. Ainsi, tout coopère au bénéfice de l'équilibre global. Aussi, dès le plus jeune âge, l'instruction doit être basée sur le principe de coopération, permettant à chacun et chacune de s'offrir dans la relation au groupe, en osant partager librement son point de vue, sachant que celui-ci sera accueilli. Tout point de vue offert est toujours une base sur laquelle construire un édifice. Quel que soit notre âge, si celui-ci est ignoré, critiqué, dévalorisé, rejeté, accueilli avec condescendance, complaisance ou indifférence, ce sont les fondations mêmes que nous empêchons de prendre corps. S'élever vers de nouvelles hauteurs n'est possible que dans une construction collective, où chaque adelphe peut apporter sa pierre à l'édifice. Nous pouvons alors nous questionner si dans ce contexte le principe de dualité au fondement de l'évolution demeure. Considérons que si celui-ci demeure, il est toutefois réorienté dans un aspect constructeur et émancipateur, et non plus destructeur et isolant tel qu'il l'est dans une vision séparatrice basée sur la compétition. La dualité entre points de vue est alors saisie comme une opportunité de reconnaître ce qui, au-delà des différences, unit. Pour cela, dès le plus jeune âge, dans tout conflit, nous pouvons soutenir l'imagination afin d'éveiller la sensibilité au beau, au bien, au vrai, en considérant toute situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, comme une opportunité de reconnaissance de l'enseignement sous-jacent, à partir duquel imaginer l'avenir autrement. L'imagination est un des prémices nécessaires au pouvoir de penser. Elle permet de s'offrir à un au-delà de ce que nous entendons, touchons, goûtons, sentons et voyons sur le plan de ce qui existe déjà, pour s'ouvrir progressivement à un monde plus grand, celui de l'âme que nous sommes. Défendre un tout petit point de vue sur la périphérie d'un cercle, au détriment de l'avancée d'une vision sphérique, ne fait alors tout simplement plus sens. La dualité a ceci de majestueux qu'elle mène au travail consistant à discerner notre essence de notre apparence, conduisant par identification au réel à éprouver la joie d'être. Dans cette union au monde abstrait, ce à quoi le cœur aspire depuis toujours est révélé, et ce qui s'opposait s'unit pour coopérer à relayer toujours mieux, à travers l'existence, la lumière, l'amour et la volonté de l'entité énergétique que nous sommes. L'être humain s'inscrit alors en conscience dans le grand groupe des serviteurs du monde, et quel que soit le domaine dans lequel il est amené à travailler, il consacre son existence à tracer vibratoirement le chemin qui permet de relayer les idées qui servent l'avancée du plan. En apprenant à subordonner complètement son point de vue personnel à l'intérêt du tout, il offre librement son temps et son argent au bénéfice de l'ensemble, que cela soit au sein de sa famille, de son village, de sa ville ou de son pays. Au début de cette étude, nous avons vu que nous sommes au sein d'un ordre cosmique, traçant un dessin ordonné. Nous avons perçu qu'explorer le monde des lois est source de découvertes qui éveillent à la beauté de la collaboration vivante dans laquelle nous sommes, nous conduisant à vivre avec confiance et avec joie, en conformité avec les principes de l'unité. Nous avançons sur le chemin tracé par les grands êtres qui, au fil des âges, ont parcouru et répandu la volonté de cette grande entité cosmique, au sein de laquelle nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ces grandes énergies consciences, qui de l'autre côté du voile œuvrent à travers l'humanité, au bénéfice de l'ensemble des terriens, ne peuvent circuler sur le plan physique qu'au travers de groupes unifiés. Ensemble en tant qu'ensemble, nous pouvons accueillir la puissance de leurs vibrations afin d'en être les relais sur le réseau éthérique global. Alors osons nous libérer de l'emprise du superficiel pour accueillir et servir ensemble l'essentiel.